Dans le sommaire, à quelques heures de la fin de l'ultimatum du cessez-le-feu imposé par le mini-sommet de Luanda, les combats entre les FARDC et le M23 auraient repris ce vendredi matin dans la localité de Shumba, annoncent quelques médias. Et ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La journée vise à sensibiliser contre la violence faite aux femmes en Afrique. Une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles. Et Mondial Qatar 2022, la deuxième journée a débuté ce vendredi avec des affiches comme le Sénégal, champion d'Afrique contre le pays organisateur, le Qatar. Les deux pays reviennent d'une défaite et espèrent faire mieux lors de cette deuxième entame. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. La feuille de route de Luanda va-t-elle être respectée ce vendredi à 18h par le M23? Le cessez-le-feu entrera-t-il en vigueur? C'est en tout cas le souhait de beaucoup d'organisations dans le monde comme le Parlement européen qui a appelé ouvertement le Rwanda à ne plus soutenir le M23. Hier en briefing gouvernemental, Patrick Muyaya a expliqué point par point les résolutions du mini-sommet aux journalistes. C'est le deuxième briefing gouvernemental que tient le porte-parole du gouvernement en moins d'une semaine. À l'ordre du jour, les explications du contenu de chaque point du communiqué ayant sanctionné le mini-sommet de Luanda. Pour le porte-parole du gouvernement, le Rwanda est en train de s'isoler diplomatiquement devant les journalistes. Patrick Muyaya a aussi présenté la situation humanitaire dans l'Est. Plus de 387 000 compatriotes attendent du gouvernement une assistance et un retour à leur milieu de vie. Bien qu'absent à la table de négociation à Luanda, le M23 a accepté de cesser le feu à condition que ses positions ne soient pas attaquées. Le M23 s'est aussi opposé à un quelconque repli, arguant vouloir directement négocier avec le gouvernement congolais, alors que Kinshasa a réitéré hier sa position par le biais de son ministre des Affaires étrangères, pas de négociation avec des rebelles. Par ailleurs, dans la foulée, des réactions continuent de tomber contre le mouvement rebelle pour l'Union européenne qui se dit prête à appuyer les résultats des processus de Luanda et de Nairobi. Le cessez-le-feu et le retrait du M23 sont impératifs. Dans une résolution, le Parlement européen a encouragé vivement le Rwanda à ne pas soutenir les rebelles du M23 et a invité l'Union européenne ainsi que ses États à imposer des sanctions à l'encontre des auteurs de violations des droits de l'homme. Et quant à l'avenir de la RDC dans la francophonie, après la demande de son retrait par quelques parlementaires pour Christophe Lutundula, le sujet n'est pas encore à l'ordre du jour. Et à Goma hier, des Congolais avaient marché à l'appel des organisations de la société civile pour s'opposer à un dialogue avec l'M23 et dénoncer plutôt l'inaction de la communauté internationale. Les manifestants avaient déposé leur mémo au consulat de la France et de la Grande-Bretagne. Jimmy Ndiali est l'un des organisateurs et président du mouvement Génération Positive. Il répond ici à la question du pourquoi de la marche. Hier, la société civile de la province du Nord Kivu a organisé une marche et l'objectif de cette marche c'était de dénoncer l'inaction, dénoncer le silence de la communauté internationale des Nations Unies face à l'agression de notre pays par le Rwanda et par l'Ouganda. Tout le monde sait très bien que lorsque le Rwanda nous agresse, lorsque l'Ouganda persiste à nous agresser, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda parce que les deux pays n'ont pas une force pouvant se permettre, n'est-ce pas, pouvant les amener de se permettre à agresser un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Mais ils sont toujours soutenus par certaines puissances internationales et particulièrement, nous nous sommes adressés aux États-Unis, à la France
et à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. Pourquoi nous sommes en train d'envoyer le président de la République, de prendre langue directement avec ces grandes puissances-là qui soutiennent le Rwanda? Parce que nous avons mieux à offrir que ce pays-là qui n'offre que des fruits de la fraude, du vol de nos minerais, de nos ressources. Nous pouvons faire une coopération bilatérale directe avec ces pays-là et redonner la paix à notre population. La fin effective de la coopération avec le Rwanda. Ça veut dire, nous avons exigé qu'un mur soit construit sur la barrière, la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et un mur de plus de 10 mètres qui soit construit sur la frontière afin que le Rwanda reste chez eux et que nous puissions rester chez nous parce que nous sommes en mesure de vivre sans le Rwanda. Et en Ituri à présent, après les opérations de grande envergure menées par les FARDC, ainsi que la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés, la vie reprend son cours normal dans plusieurs localités. À Fataki, une localité située en territoire de Djougou, la population se félicite des avancées sécuritaires. Dès novembre 2021 à novembre 2022, une année sans alerte sécuritaire, voilà le résultat de l'état de siège à Fataki, un centre situé à Djougou, territoire jadis considéré comme épicentre des atrocités en province de l'Ituri. Une accalmie sécuritaire qui laisse la place à la reprise des activités socio-économiques, témoigne la population. Je réponds au nom d'Emmanuel. Je suis vendeur de poissons. Oui, les gens commencent à rentrer dans leur milieu d'origine. Actuellement, il y a la sécurité et les gens commencent à retourner. Certaines personnes sont restées dans les sites parce que leurs habitations ont été détruites pendant les atrocités. Pour Joram Bavi, docteur à l'hôpital de référence de Fataki, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avance jour pour jour vers les objectifs qui lui ont été assignés. Ces derniers appellent à l'implication de toutes les couches et à l'accélération du programme de désarmement en vue de pérenniser les acquis sécuritaires sous état de siège. Nous sommes en train de voir les résultats sur le terrain. Déjà, si les gens peuvent passer la nuit paisiblement dans leur maison, ceci signifie que l'état de siège est en train de faire son travail. Nous, à notre niveau, nous pensons que tout le monde doit s'impliquer. Chacun a une part de responsabilité dans la sécurisation de la province de l'Ituri. En ces jours, plusieurs personnes ayant fui les atrocités dans le territoire des Djougou regagnent leurs entités grâce au programme des retours volontaires des déplacés coordonné par l'administration militaire sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Pour plusieurs personnes rencontrées ici à Fataki, le retour de la paix est non seulement une réponse aux problèmes sécuritaires, mais surtout une preuve concrète de... Et sur la situation sécuritaire toujours, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, était face aux scientifiques et hommes des lettres congolais. Dans une conférence, les universitaires congolais ont promis leur contribution scientifique et technique pour le retour de la paix et la stabilité dans l'est du pays. Cette guerre, dont la République démocratique du Congo est victime, est payée de lourds tributs avec un bilan macabre. Jusqu'à ces jours de 12 millions de morts, cette guerre, principalement économique. Les politiques de tous bords, les diplomates de partout et des stratèges militaires sur les lieux des théâtres sont aux premières loges des sorties de ces carcans. Dans la recherche des voies et moyens du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, une paix définitive. Les scientifiques congolais se refusent d'être indifférents. Les universitaires congolais de la colline inspirée se sont mis à contribution en mettant en relief leurs expertises d'enseignants et leur savoir-faire. Dans une conférence, ils ont choqué les idées sur la pacification de l'Est autour du thème interconnexion des conflits dans la région des Grands Lacs. Quelle piste de solutions pour une paix durable en RDC? Le cadre congolais que nous sommes, la Belgique nous a façonné de manière à ce que nous ne puissions jamais nous occuper de l'exploitation de notre pays. Des ingénieurs formés à l'Ovanium, à l'UEC, à l'université de Kisangani, vous n'en trouvez pas un seul qui est propriétaire d'une industrie congolaise. Nous sommes fiers d'importer. Dernier cri de Bruxelles, de Paris, de Washington. Voilà, dernier cri. Mais nous oublions que ce dernier cri-là vient du Congo et que nous aurions pu aussi faire le dernier cri en
fabriquons ça chez nous-mêmes. Ces éminentes personnalités scientifiques avaient 48 heures pour parler Congo dans les contextes de l'insécurité liée à la convoitise des ressources minières de tout genre et dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Timba Tunganya, ancien président du Burundi, a été l'invité du marqué de ces assises et qui l'a enrichi. Pour lui, quand la RDC se réveillera, c'est le réveil de l'Afrique. Et à l'Assemblée nationale, la rareté du carburant constatée ces derniers temps à Kinshasa était l'objet de l'audition du ministre Didier Boudimbo devant les élus de la Commission Environnement et Développement durable de l'Assemblée nationale. Il a obtenu des députés 48 heures pour répondre aux préoccupations soulevées. À l'issue de cet exercice citoyen des redevabilités, au cours duquel le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a adressé l'état global de son secteur et a auditionné les préoccupations des élus concernant tous les points relevant de son ministère. Didier Boudimbo dit respecter la procédure légale quant à ce qui concerne la passation des marchés, surtout les appels d'offres des blocs gaziers et pétroliers. Nous sommes tenus de respecter la loi et nous avons la loi des hydrocarbures et le règlement portant réglementation des hydrocarbures qui fait que quand on lance ces appels, il y a une procédure à suivre. Là, par rapport au bloc gazier, nous sommes à la phase où nous sommes en train de vérifier la capacité technique et financière des soumissionnaires parce qu'on ne peut se permettre d'octroyer ces blocs à des gens qui ne sont pas capables, qui vont le prendre peut-être pour aller les brader. Donc nous sommes en train de mener ces enquêtes-là et logiquement nous pensons avoir finalisé d'ici la semaine prochaine. Il y a une équipe qui part aux États-Unis car nous avons des soumissionnaires américains, il y a au moins 2 grandes sociétés américaines. Il y a une autre équipe qui part au Canada, il y a une autre qui part en Afrique du Sud. Et tant qu'ils reviennent avec les conclusions, avec les enquêtes qui vont être menées sur place, on pourra maintenant choisir les bonnes sociétés. Et après ça, je vais les désigner par arrêté. Donc ça va intervenir sûrement avant le 10 décembre. Et je vais exposer au niveau du Conseil des ministres. Les hydrocarbures étant un domaine très crucial pour la République démocratique du Congo, les élus de la Commission attendent du ministre des hydrocarbures une matérialisation sans faille de la production et exportation des richesses pétrolières de la République démocratique du Congo. Le ministre Didier Boudimbo a sollicité et obtenu des élus un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations soulevées au cours des échanges. Et le nouveau secrétaire général du secrétariat de l'entrepreneuriat et PME a pris ses fonctions ce jeudi 24 novembre. Il remplace à ce poste le secrétaire général ad intérim Mafuta Mutakura Bavon. Jenny Kayembe était là pour nous. Et la situation des érosions dans la commune de Selimbao, au quartier Badiadingi, sur l'avenue Mpungu, est de plus en plus inquiétante pour les habitants de cette contrée qui de plus en plus perdent leur lieu d'habitation. La progression des érosions constitue une véritable menace pour les habitants du quartier Badiadingi dans la commune de Selimbao. En cette période pluvieuse, la situation va de mal en pis. La population a fait face à des dégâts matériels, notamment la perte de parcelles, d'où son cri d'alarme. On a des problèmes des érosions. Dans ces quartiers, on en a plusieurs. À chaque fois quand il plaît, la population est en insécurité totale. Parce qu'à tout moment, des maisons peuvent s'engloutir. Si vous allez de l'autre côté, vous verrez que certaines maisons sont déjà détruites. Voilà pourquoi nous demandons l'intervention du gouvernement d'une façon générale. Le quartier Badiadingi, précisément l'avenue Mpungu, n'a plus que quelques habitations en haut de la falaise. Également en danger, si le gouvernement n'intervient pas d'urgence, elles seront également englouties par les érosions. Et ce vendredi 25 novembre, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Dans le monde, cette journée est marquée par la campagne de 16 jours d'activisme qui démarre du 25 novembre au 10 décembre. C'est ce vendredi 25 novembre que le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Pour cette année 2022, le thème retenu est tous unis l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. En Afrique, précisément au Bénin, le pays a adopté récemment des lois qui renforcent la protection des femmes. Dans l'entretemps,
des études menées ces dernières années, 69% disent avoir subi au moins une fois des violences physiques, psychologiques ou économiques. En Côte d'Ivoire, officiellement en 2020, on recensait 822 cas de viol et 152 cas d'agression sexuelle dans tous les pays. Des statistiques largement sous-estimées selon la Fédération internationale des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays où les femmes souffrent de plus en plus à cause de l'agression rwandaise soutenue par les M23, la campagne des 16 jours d'activisme qui débute ce vendredi contre les violences faites aux femmes et des filles. Elle offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Renseigne un document du ministère du Genre, Famille et Enfants. En soutien à cette initiative de la société civile, le secrétaire général des Nations Unies a lancé en 2018 la campagne Tous Unis d'ici 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. À cet effet, les Congolaises et les Congolais ensemble unis sont appelés à œuvrer pour éradiquer les violences faites aux femmes. Et un sujet en Afrique avant de passer au sport. Le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré jeudi avoir demandé au juge de confirmer les charges retenues contre le fondateur de la brutale rébellion ougandaise de l'armée de résistance Joseph Kony, responsable de plus de 100 000 morts et 60 000 enlèvements. Le concerné serait en cavale depuis plus de 17 ans. Cela fait plus de 17 ans que Joseph Kony cherche à se soustraire à la justice de cette cour. Selon les procureurs de la CPI, Karim Khan, son bureau demandait une audience de confirmation des charges à l'absence du suspect. Un mandat d'arrêt a été délivré en 2005 contre Joseph Kony, fondateur et chef de l'armée de résistance du Seigneur, accusé des 33 chefs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La CPI estime qu'il est à présent opportun et nécessaire de faire avancer la procédure intentée en son encontre pour obtenir son arrestation. Les leaders du LRA demeurent par ailleurs les suspects en fuite les plus longuement recherchés par la Cour pénale internationale, créée en 2002 et réputée pour juger les pures atrocités commises dans les mondes. La CPI ne peut pas juger un suspect en son absence, mais elle peut tenir une audience de confirmation des charges en son absence. Selon le procureur de cette cour, la confirmation de charges en l'absence de Joseph Kony et son arrestation ouvrirait la voie à l'organisation de son procès dans les meilleurs délais. Il s'est à noter que la LRA a terrorisé pendant 30 ans de larges zones d'Afrique centrale en kidnappant des enfants, mutilant des civils à grande échelle. Elle est responsable de la mort de plus de 100 000 personnes et d'enlèvement des 60 000 enfants garçonnés transformés en soldats et des fillettes en esclaves sexuels. Voilà, c'est le sport à présent. Football mondial Qatar 2022. Début de la deuxième journée ce vendredi avec 4 matchs à l'affiche. Iran contre Pays de Galles. C'est soldé sur la note de 2-0 en faveur de l'Iran. Dans le groupe A, battu lors de la première journée, le Qatar, pays hôte, et le Sénégal vont chercher à faire peau neuve. À suivre à 17h, Pays-Bas face à l'Équateur. Puis en soirée, Angleterre, États-Unis. Et cette première journée du mondial s'est clôturée hier avec 4 affiches aussi. Le Portugal, par exemple, a battu le Ghana par 3-2. Le Cameroun est tombé face à la Suisse par 0-1. Les résumés de ces rencontres avec Nathalie Yoko. C'est une première journée qui aura tenu toutes ses promesses. Hier à la clôture, le Brésil a réussi son entrée en disposant de la Serbie grâce à un doublé de Richarlison, auteur d'une volée acrobatique en pivot exceptionnel sur son deuxième but. Plus incisif en seconde période, les Brésiliens ont harcelé leurs adversaires jusqu'à les faire céder, mais ont perdu Neymar, touché à la cheville. Dans une autre rencontre de ce jeudi, Cristiano Ronaldo, auteur d'un penalty qu'il a transformé avec maestria, a encore montré la voie à ses coéquipiers. Et le Portugal l'a emporté au détriment du Ghana.
Au terme d'une rencontre d'abord ennuyeuse, puis beaucoup plus animée en seconde période, les hommes de Fernando Santos se sont imposés face aux Black Stars du Ghana grâce au quintuple ballon d'or, bien aidé par Joao Félix et Raphaël Leao. 3-2, c'était les scores à la fin du temps réglementaire. Ce succès a donc permis aux champions d'Europe 2016 de prendre la tête du groupe H. La moisson a été maigre pour les Africains à l'issue de cette première journée de la phase de groupe. Aucune victoire n'a été enregistrée. Après la défaite du Ghana face au Portugal, le Cameroun aussi a été battu ce jeudi par la Suisse. Malmenée pendant 45 minutes, la Suisse a finalement pris le dessus sur le Cameroun pour les premiers matchs de la poule G de ce mondial du Qatar. Et c'est Brel Embolo, le natif de Yaoundé, qui fait mal aux Lions indomptables. Né au Cameroun, l'attaquant de la sélection suisse est resté des marbres sur le but qui a offert une précieuse victoire tout de même à la Nati. Une réalité mal digérée par les Camerounais au pays, ils se sentent malheureusement livrés à la violence en saccageant la résidence de la famille d'Embolo à Yaoundé. Et pendant ce temps, en Afrique, Interclub de la CAF, la date du tirage au sort est fixée au 12 décembre au Caire, en Égypte. Communication de la CAF hier. La RDC y est représentée avec l'AS Vita Club en Ligue des Champions et Mazembe, Lupopo et Desampé en Coupe de la Confédération. En prélude des 9e Jeux de la francophonie prévus en RDC en juillet et août 2023, les différentes disciplines qui y prendront part intensifient leur préparation. Le cas de l'athlétisme qui veut placer la barre haut lors de ce rendez-vous. On écoute Hugues Mafo, directeur technique national de la Fédération d'athlétisme du Congo. La Fédération d'athlétisme ne reste pas muette, elle est toujours active. Et c'est pas un temps de trêve, mais c'était déjà le temps de relance de la saison. Et depuis le 3 octobre. L'activité que nous sommes en train de effectuer maintenant là, c'est une suite d'un camp d'entraînement qui était qu'on avait eu à organiser du 24 au 28 octobre avec le concours de la Confégès. Aujourd'hui, c'est un 10 km en fartlek. Donc pour les techniciens qui s'y connaissent un peu sur les courses à pied, la fartlek c'est une séance d'endurance des hautes des capacités aérobiques. Sur ce, nous on a voulu un peu faire le premier palier avec tous les coureurs de fond, de le mettre sur cette compétition test. Donc c'est une séance de course un peu mixte. Donc vous voyez, nous sommes une partie sur la pelouse, une partie sur un sol dur, une partie sur les montées. Donc en finalité ou en finale, on aura à faire l'évaluation. Question d'avoir au moins un effectif pour les échéances qui arrivent. Déjà au mois de décembre, nous avons le 10 km de Saint-Sylvestre d'Angola. Et vous verrez que l'échéance est sur le 10 km. Donc ça c'est une partie. Malheureusement, on n'a pas vu un grand nombre se présenter. Il y a d'autres qui sont un peu malades. Mais ça c'est juste la première partie. Et en culture, enfin, à la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, Sokoda, l'on dénonce la dilapidation des fonds par le président du conseil d'administration. Dans un rapport publié par le directeur général Agou Michel Nyukalongo, est accusé de détournement de 80 300 $ américains, somme qui équivaut à 2 sessions de répartition des droits d'auteur des artistes en RDC et qui ne serait pas inscrit dans la ligne budgétaire du président du conseil d'administration. En outre, renseigne-t-on, Nyukalongo aurait, pour la période de septembre 2021 à octobre 2022, touché à lui seul une prime de 22 000 $ à 25 000 $ pour le carburant de son véhicule et 13 000 $ pour sa communication personnelle. Il est aussi accusé d'abus de pouvoir, de violation des prérogatives du directeur général, sommé d'être évincé de la gestion de la Sokoda par le PCA. Les sociétaires de cette coopérative appellent dès lors à la tenue en urgence d'une assemblée générale. On va prendre le rappel des titres à présent.
À quelques heures de la fin de l'ultimatum du cessez-le-feu imposé par le mini-sommet de Luanda, les combats entre les FARDC et le M23 auraient repris ce vendredi matin, dont la localité de Shumba annonce quelques médias. Et ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La journée vise à sensibiliser contre la violence faite aux femmes en Afrique. Une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles. Et Mondial Qatar 2022, la deuxième journée a débuté ce vendredi avec des affiches comme le Sénégal, champion d'Afrique contre le pays organisateur, le Qatar. Les deux pays reviennent d'une défaite et espèrent faire mieux lors de cette deuxième entame. Restez avec moi pour la revue de presse. Et c'est avec Grace Salamo que nous allons lire les journaux parus ce vendredi. Bonjour Grace et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan et surtout bon retour à Kinshasa. Merci beaucoup Grace. C'est ce vendredi 25 novembre que les terroristes du M23 sont censés libérer les territoires qu'ils occupent dans l'est de la RDC. Selon les conclusions du mini-sommet de Luanda, ce sujet fait la une des journaux parus ce vendredi. Tout à fait Gaëtan, et à ce sujet, j'ai retenu 8 journaux. Forum des As titre M23, arrêt des attaques contre les FARDC et la MONUSCO contre les FARDC et la MONUSCO ce vendredi. Abordant le même sujet, l'agence congolaise de presse a écrit à sa une: guerre dans l'Est, le M23 sommet de cesser ses attaques à partir d'aujourd'hui. De son côté, la tempête de tropique qui doute de la sincérité de voisins de la RDC, notamment le Rwanda, renseigne que ses voisins, pendant plusieurs années, ont fait de la RDC dans sa partie Est une véritable laitière pour piller ses nombreuses minerais. Le tabloïd ajoute que la communauté internationale, qui semble aussi apprécier les résolutions du mini-sommet de Luanda, a longtemps appuyé le pillage des richesses congolaises. Est-ce la fin du M23 aujourd'hui, se questionne l'avenir, qui explique que c'est contente de croire au regard du communiqué final et du calendrier ayant sanctionné le mini-sommet de Luanda, dont l'objectif était de maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda de manière à vider tout différent. Congo Nouveau, pour sa part, se demande: Félix Tshisekedi a-t-il été piégé? Des questions restent posées quant à l'efficacité des mesures prises à l'issue du sommet de Luanda. Que vont devenir ces rebelles après qu'ils se soient retirés des zones qu'ils occupent actuellement? Qui va les désarmer quand on sait que la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a montré son impuissance? À ces questions, Congo Nouveau répond que des analystes de la situation qui prévaut dans la région de Grand Lac estiment que les participants au sommet de Luanda n'ont pas été sincères avec le président congolais Félix Tshisekedi. Gaëtan, la première inquiétude est celle liée à l'absence du Rwandais Paul Kagame, pense le journal. Que vaut un sommet qui se penche sur la recherche de la paix dans l'est de la RDC, justement, sans Kagame? Plus optimiste que le journal Congo Nouveau, Africa News constate que l'étau se resserre autour de Kigali. Dans la même registre, Ouragan signale que Kagame est coincé par les résolutions de Luanda. Dans le même registre, Politico.cd signale que s'agissant de la tenue du dialogue exigé par le M23, le VPM Lutundula a indiqué que ça ne se fera pas. Le sujet était abondamment exploité par les journaux congolais. En tout cas, tous les médias y sont allés, chacun dans son sens. Merci. Alors, on attendra les détails avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo, si les M23 vont... Merci Grace Salamo pour la revue de presse et merci de m'avoir rejoint déjà au plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi également. L'actualité reste incontinue